Ambassador, for your passionate presentation. I now welcome Mr. Max Jean-Louis, a Harlem-based Haitian journalist, cultural curator, and community engagement expert. Mr. Jean-Louis, focusing on the historical context, what are the current challenges and potential pathways towards reparatory justice? Sir, you have the floor for 5 minutes. Mesdames, Messieurs, nous sommes les enfants de la mer et notre histoire est celle de la mer. J'ai choisi cette métaphore maritime non comme simple ornement rhétorique, mais parce que la mer porte véritablement notre histoire collective. Les eaux de l'Atlantique contiennent les âmes de nos ancêtres, les échos de leurs chants de résistance et les rêves de liberté qui ont mené à la Révolution haïtienne. Le 5 décembre 1492, c'est de cette mer que débarqua en Haïti Christophe Colomb sur une terre alors habitée par les Taïnos. Le cacique Guacanagari, depuis le Maurien, offrit aux arrivants son amitié et son hospitalité. En réponse, les colons espagnols profitèrent de sa confiance pour fonder une colonie d'exploitation, s'accaparer des ressources naturelles et réduire les autochtones en esclavage. Pour pallier la décimation des Taïnos, dès 1501, des hommes et des femmes kidnappés depuis la terre d'Afrique furent déportés en terre haïtienne. Ils étaient Aya, Arada, Yoruba, Fonbambara, Kanga, Takwa, Mozambique, Peul et j'en passe. L'histoire de la traite transatlantique, comme celle des populations autochtones, fut l'histoire d'un génocide, provoquant la suppression de millions de vies. Formant une communauté de destin taïno et africain dans les manières, les grottes et les mornes de l'Haïti profonde, se passèrent la flamme de la résistance, devenant alors une communauté de dessin. De Caonabo attaquant les Espagnols en 1493, au cacique Henri lançant la révolte depuis les montagnes du Baouko en 1522, jusqu'à Macandal dans les années 1750, était pavée, au fil des siècles, la route de la cérémonie du bois caïman, ce premier congrès panafricain organisé le 14 août 1791, culminant par la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Cette terre reprit après plus de 300 ans son nom taïno originel, Haïti, signifiant terre de haute montagne. Le socle philosophique avant-gardiste de la nouvelle nation fut consacré dans la Constitution impériale de 1805, à la fois post-raciale et post-coloniale. Oui, l'émergence du premier empire noir du monde moderne disrupta l'ordre international de l'époque, fondé sur la colonisation, l'esclavage et le racisme. Une coalition internationale se ligua pour isoler et punir Haïti des deux côtés de l'Atlantique. Il fallait faire d'elle un exemple d'échec et freiner toute velléité d'émancipation des peuples noirs de par le monde. Puis, le 17 avril 1825, dont nous marquerons bientôt le funeste bicentenaire, le roi Charles X de France émit une ordonnance exigeant 150 millions de francs or comme indemnité aux anciens esclavagistes. Délivrée sous la menace de 14 navires de guerre armés de 528 canons, cette rançon créa un paradoxe historique sans précédent. Une nation libérée, contrainte de dédommager ceux qui avaient asservi son peuple suite à une indépendance obtenue au prix du sang. Estimée entre 21 et 115 milliards de dollars en valeur actuelle, selon une récente enquête du New York Times, cette dette condamna Haïti à une pauvreté structurelle. En parallèle, l'assassinat de Jacques Dessalines, empereur premier d'Haïti, par certains de ses anciens frères d'armes, ouvrit la boîte de Pandore de l'instabilité politique. De 1806 à 1957, 24 chefs d'État sur 36 furent renversés ou assassinés. De 1915 à 1934, le pays fut militairement occupé par les États-Unis. De 1957 à 1986, Haïti expérimenta l'une des pires dictatures du XXe siècle, celle des Duvaliers. De 1986 à nos jours, le pays connaît cette transition qui n'en finit pas, dont l'un des plus spectaculaires soubresauts fut l'assassinat du président Jovenel Moïse dans sa chambre en 2021. Aujourd'hui, écoles, bibliothèques, médias et hôpitaux sont incendiés par des gangs armés
connectés au réseau des trafiquants des Amériques. Et pourtant, mesdames, messieurs, Haïti demeure ce pays de l'éternelle beauté. Beauté qui rayonne dans l'œuvre de ses artistes et créateurs, dont Franck Etienne et Anthony Phelps, qui se sont récemment envolés pour le pays sans chapeau. Beauté qui rayonne dans la résilience exemplaire de son peuple roseau, qui, sous le coup des ouragans de l'histoire, plie mais ne se brise jamais. Beauté qui rayonne dans le courage de ses enfants, qui, dispersés par les vents contraires, enrichissent de leur ferveur et de leurs rêves les sociétés qui les accueillent avec plus ou moins de chaleur. Nous l'avons encore vu cette semaine. Ces enfants de la mer portent avec eux les coquillages, demeures des vaudounes, et les govies, refuge des ancêtres. Navigateurs d'espoir, ils gardent en eux le sel et la mémoire d'Haïti. À travers le monde, ils dessinent les contours d'une patrie plus grande que ses frontières. Car Haïti, dès ses fonds baptismaux, par-delà les mers, par-delà les montagnes, par-delà les mondes, là où l'amour, peut-être, rencontre la lune, a d'abord et toujours fleuri dans les cœurs et les consciences. Mesdames, Messieurs, je rejoins pleinement la position de l'instance permanente. À l'aube du bicentenaire de la rançon de l'indépendance, mes recommandations concrètes sont les suivantes. Premièrement, conformément au mandat conféré par la résolution 75-314 de l'Assemblée générale, l'instance permanente devrait établir dans les 3 mois un groupe de travail spécial sur Haïti. Ce groupe, composé de représentants de la société civile haïtienne et de quelques experts internationaux, aurait pour mandat de quantifier précisément l'impact financier, je dis bien l'impact financier, de la rançon de l'indépendance et de proposer un cadre de réparation, mais aussi de restitution, n'ayons pas peur du mot. D'ici décembre 2025, ce groupe devrait remettre un rapport détaillé à soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies, servant de base à des négociations directes avec la France et à une résolution du Conseil des droits de l'homme. Deuxièmement, le Conseil des droits de l'homme, en coordination avec l'Assemblée générale, devrait adopter une résolution créant un fonds international pour la reconstruction d'Haïti, s'appuyant sur la résolution 5239 du 4 avril 2023 et sur les recommandations formulées lors de la troisième session de l'instance permanente tenue à Genève en avril 2024. Ce fonds, alimenté par des contributions volontaires et une partie des réparations, financerait en priorité une force de police professionnelle, un système judiciaire indépendant et la reconstruction des infrastructures essentielles sous la supervision transparente de l'ONU et avec l'implication active de la société civile haïtienne. Troisièmement, dans le cadre de la deuxième décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, un programme d'échange doit être lancé entre Haïti, les pays africains et la diaspora. Ce programme conforme aux principes de justice réparatrice, de lutte contre le racisme systémique et de développement durable identifiés comme prioritaires par l'instance permanente permettrait dès 2026 le déploiement d'experts dans les secteurs clés comme l'éducation, la santé, le numérique, l'entrepreneuriat et l'agriculture, tout en offrant des opportunités de formation aux jeunes Haïtiens dans les pays partenaires. Mesdames, Messieurs, ces recommandations ne sont pas utopiques, mais pragmatiques. Elles s'inscrivent dans un cadre institutionnel existant et peuvent être mises en place avec la volonté politique nécessaire, mais surtout avec le courage. N'oublions pas que le courage vient du cœur. La justice réparatrice pour Haïti n'est pas un concept abstrait, mais une nécessité pratique qui exige des actions concrètes et mesurables. La réhabilitation d'Haïti, première nation noire du monde moderne et membre fondateur de l'ONU, aurait un symbolisme puissant et réparateur pour l'histoire mondiale. Cette démarche s'inscrirait pleinement dans l'esprit de la déclaration et du programme d'action de Durban. Si Haïti a été délibérément puni et isolé pour servir d'exemple dissuasif aux autres peuples noirs en quête de liberté, alors sa renaissance, avec grand R, porterait un message tout aussi fort. Celui que la justice historique est possible, que les crimes du passé colonial ne sont pas imprescriptibles et que les nations fondées sur les idéaux d'émancipation universelle méritent d'occuper leur juste place dans le concert des nations. Car la mer n'oublie pas.
et nous non plus. Nous sommes les enfants de la mer. Merci, Madame la Présidente. Thank you very much, Mr. Jean-Louis. A lot of food for thought with regard to how we move forward.